Donc, mesdames et messieurs, bonsoir. Ah, d'accord. Donc, ça, c'est juste le signal que nous sommes enregistrés. Donc, ça me permet de vous rappeler qu'effectivement, cet échange sera enregistré. Donc, bonsoir, mesdames et messieurs. L'IHEST et moi-même sommes ravis de vous accueillir à distance. On aurait peut-être préféré en présentiel, mais c'est encore à distance, pour cet échange avec M. Gilles Bloch et M. Claude Bertrand. Alors, traditionnellement, je fais une petite introduction, mais je vous rassure, elle sera très rapide, pour rappeler que l'IHEST, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, est un établissement public sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et qu'une de ses missions principales est de rapprocher les mondes académiques et les mondes économiques. Et pour faire cela, nous avons différents types d'actions, dont les deux principales sont un cycle de formation continue, un cycle certifiant, qui rassemble des cadres supérieurs de la recherche et de l'innovation et des cadres supérieurs de l'entreprise, mais aussi des cadres supérieurs ou des responsables de ce qu'on appelle la société civile. Et nous avons aussi des influenceurs, des élus, des journalistes. Donc un cycle de formation diversifié qui vise à utiliser la démarche scientifique dans la prise de décision et à éclairer les décisions par les sciences. Donc, en fait, notre formation vise à ce que les cadres puissent utiliser cette démarche scientifique dans la prise de décision et éclairer leurs décisions grâce à l'apport des sciences. Et les sciences, c'est pluridisciplinaire, des sciences humaines et sociales jusqu'aux sciences de la biologie, aux sciences dites dures, mathématiques, physique, numérique, etc. Et puis, le deuxième type d'action, c'est des séminaires courts, comme celui de ce soir et de demain matin, qui réunit des acteurs du monde académique, du monde industriel et des responsables des politiques publiques. Et nous faisons ces séminaires avec un partenaire qui est la Caisse des dépôts, Banque des territoires, qui pour cela se propre. Ça coupe. Ce soir, la thématique qui nous rassemble et l'actualité, c'est celle de la souveraineté sanitaire en France. Deux volets. Donc, le second volet, à l'automne, abordera la question des données de santé. Et ce soir, le premier volet, ce soir et demain matin, vise à croiser deux regards, celui d'un industriel et celui d'un responsable d'un institut de recherche, sur les problématiques du continuum recherche, innovation et stade industriel. Alors, avant-hier, le président de la République a présenté la stratégie pour faire de la France la première nation européenne innovante et souveraine en santé. Et cette stratégie est dotée de 7 milliards d'euros, donc de moyens financiers plutôt conséquents. L'objectif, c'est à détailler les forces et les faiblesses de notre système, et notamment du système recherche, innovation, production en santé, précisément le thème de ce soir, et donner des orientations à mettre en œuvre pour le rendre plus efficace et plus performant. Et donc, nous sommes au cœur, je pense, messieurs, de l'échange que vous allez avoir. Donc, je vais passer la parole à Madame Isabelle Géry, qui va animer le séminaire, à la fois ce soir et demain. Donc, Isabelle, à vous. Merci Sylvane. Je suis très heureuse d'animer ce séminaire pour l'IHEST, qui est une institution chère à mon cœur. Effectivement, ce soir, ce séminaire est en plein dans l'actualité. On ne l'avait pas tout à fait anticipé à ce point-là, mais il n'en sera certainement que plus riche et plus intéressant, puisque je rappelle brièvement l'objectif, qui est vraiment d'établir un diagnostic partagé entre les acteurs du public et du privé, et qui seront déclinés demain en de multiples facettes. Donc un diagnostic partagé, une analyse des forces et des vulnérabilités de la France sur la recherche en santé, tout au long du continuum de la recherche fondamentale, la recherche privée et l'innovation, indispensable pour dresser des voies d'amélioration et des propositions partagées.
Maintenant que les ambitions présidentielles sont clairement fixées, il reste à en assurer l'exécution et je suis tout à fait persuadée que les regards croisés de nos deux intervenants ce soir et de ceux de demain seront particulièrement intéressants et très utiles dans ce contexte. Nous avons donc le plaisir ce soir d'avoir à l'écran, malheureusement, Gilles Bloch, président-directeur général de l'INSERM. Vous êtes polytechnicien, médecin et chercheur. Vous avez une brillante carrière du côté de la recherche publique, chercheur au CEA, directeur de l'ANR, directeur général de la recherche et de l'innovation du ministère, président de l'université Paris-Saclay. Vous êtes donc PDG de l'INSERM et aussi président d'Avisan, l'alliance de l'ensemble de la recherche publique en santé. Et donc, bien entendu, une vision particulièrement complète de ce qu'est la recherche publique en France. Claude Bertrand, toi, tu es docteur en pharmacie avec une brillante carrière entièrement du côté de la recherche appliquée, de la recherche privée, avec des postes de responsabilité dans les grands groupes pharmaceutiques, des groupes suisses, des groupes américains, des groupes français. Tu es maintenant, pour simplifier, le patron de la science et de la recherche et développement du groupe Servier. Tu as été président de l'ARIS, Association de la recherche et de l'innovation des industries de santé, qui a été créée pour être le pendant d'Avisan. Et tu t'exprimes ce soir particulièrement en tant que porte-parole du G5 Santé. Le G5 Santé étant une association et think tank des 8 plus grandes entreprises de santé françaises. Entreprises qui, bien que très internationales et internationalisées, ont à cœur leur présence en France, aussi bien pour les centres de recherche que la production. Et le G5 Santé a mis au cœur de ses réflexions cette année dans ces sujets de souveraineté sanitaire, tant au niveau du continuum recherche-innovation que de la production, avec le souci d'apporter au débat des constats étayés par des études et des propositions reposant sur un groupe de travail des 8 entreprises en question. Je suis persuadée d'un débat qui va s'annoncer aussi positif que riche. Je vous propose d'organiser, je regarde la pendule, la petite heure qui nous est impartie sur 3 thèmes, de chacun une quinzaine de minutes, de façon à ce que vous puissiez sur chacun de ces thèmes dialoguer. Premier thème, la situation de la recherche publique et des moyens, puisque en tout cas jusqu'à mardi 19h, c'était un sujet extrêmement prenant. Ensuite, le deuxième point, la question d'une stratégie nationale et comment la décliner de la recherche fondamentale jusqu'à l'innovation. Et enfin, troisième point, tout aussi majeur, je pense, les relations entre chercheurs publics, chercheurs privés, les diagnostics et voies d'amélioration. Donc, commençons par ce premier point des moyens avec vous, Gilles Bloch. Le président de la République, mardi, a regretté de ne pas pouvoir faire un immense cocorico, je cite entre guillemets, parce que je ne me permettrai pas de dire des choses pareilles. Vous avez dit, vous, il y a quelques jours devant l'OPEX, que vous perceviez, grâce à la LPPR, un frémissement. Là maintenant, le président annonce la mobilisation de 4 milliards de financement public pour la recherche, peut-être supplémentaire, mais est-ce qu'on est non plus devant un frémissement, mais devant un tremblement de terre? Et quelle est donc, pour commencer ce dialogue, quelle est votre réaction? En quelques minutes, bien sûr. Bonsoir à toutes et à tous. C'est vraiment un grand plaisir de retrouver l'IHEST qui me rappelle des bons souvenirs, et puis de retrouver aussi Claude Bertrand et le G5 et Servier qui a été toujours un partenaire auprès de la recherche publique. J'ai là aussi des très bons souvenirs
plus ancien que ma fonction à l'INSERM lorsque j'étais au CEA et où on travaillait vraiment main dans la main. Alors, comme vous m'y invitez, peut-être partager quelques constats qui vont bien sûr converger avec ce que le président de la République nous a dit, mais peut-être donner quelques nuances parce que je trouve qu'on est un pays qui oscille entre une surreprésentation de ce qu'il est dans le monde, avec peut-être une nostalgie de l'époque du roi Soleil, et une autoflagellation qui survient de temps en temps lorsque on juge qu'on n'a pas atteint un objectif, par exemple quand on est éliminé de la Coupe d'Europe de football ou quand on n'atteint pas un objectif industriel qui pouvait paraître à portée de main dans le développement d'un vaccin. Donc sur le constat qu'il n'y a pas besoin de faire un cocorico, moi, je crois effectivement qu'il faut rester modeste. Dans la science, par définition, on est des gens humbles et à l'écoute de la réalité des avancées scientifiques. Cela dit, quand on voit l'investissement de la France dans le domaine de la recherche médicale, pour la partie publique que je suis de près, et quand on voit l'output de la France en termes de publication, je pense qu'on n'a pas à rougir. On tient notre rang de bons producteurs de connaissances à travers des publications scientifiques, à travers aussi des brevets. Bon, là, je suis là au titre de l'INSERM, j'imagine, et l'INSERM est depuis 4 ans le premier déposant de brevets dans le domaine pharmaceutique à l'Office européen et le deuxième tout récemment dans le domaine des biotechnologies. Donc, je pense que, vu les moyens que met la France sur sa recherche biomédicale, on a une production tout à fait honorable, et y compris parce que ces constats nuancés là surviennent après 1 an et demi de crise sanitaire qui nous rend peut-être encore un petit peu plus pessimistes, y compris sur la problématique de la Covid-19, où quand on regarde la bibliométrie, la France a produit à peu près sa part de sciences habituelles dans le domaine biomédical. Il n'y a pas eu de catastrophe. Donc je pense que le fait qu'il ne faut pas faire de cocorico, c'est essentiellement le fait qu'on n'ait pas eu de vaccin qui nous rend tous un petit peu bouillons. Il y a plein d'explications sur lesquelles on pourra revenir peut-être dans l'échange sur la chaîne de l'innovation qui n'a pas bien fonctionné, mais je pense qu'on était dans une course de vitesse qu'on n'a jamais vue sur un produit de santé type vaccin. C'est quasiment miraculeux qu'après 1 an, il y ait eu des vaccins sur le marché, et c'est dû à une mobilisation massive de gros industriels qui ont été dans certains pays fortement accompagnés par les États et qui ont su valoriser de façon extraordinaire les avancées de la connaissance souvent issues de la recherche publique. Bon, en France, on n'a pas eu le bon tuilage. On va arriver juste après, à l'échelle du temps de développement habituel d'un vaccin, c'est dans le clignement d'œil. On va arriver probablement juste après avec des industriels français qui vont mettre des vaccins sur le marché. Donc je pense qu'il faut ne pas tomber dans l'autoflagellation qui n'est pas justifiée. On a un tissu de recherche publique de grande qualité qui produit, et on y reviendra, qui, de mon point de vue, est de mieux en mieux connecté au monde de l'entreprise. Après, il faut être sincère, quand on se compare à nos voisins britanniques, qui ont beaucoup fait parler d'eux, en bien parce qu'ils ont eu un des premiers vaccins sur le marché, en moins bien parce que leur système sanitaire a quand même pas superbement marché. Ils ont, je crois, 128 000 morts. Ils font aussi la course en tête en Europe sur ce sujet. Ce qui nous différencie, c'est la taille de l'investissement de ce pays dans la recherche biomédicale. Il y a eu un choix stratégique du Royaume-Uni, comme des États-Unis, comme du Japon, d'investir massivement depuis plusieurs décennies. Et donc, ils ont une part de leur recherche publique qui est très importante et focalisée
sur la recherche biomédicale. Donc, je crois qu'il faut se dire en France que on a fait à la hauteur de nos investissements. On a sûrement des progrès à faire dans le tuilage entre la recherche publique et la recherche privée, mais on a de plus en plus de succès. Là où on a eu un constat d'échec, mais je pense que la recherche en santé et le partenariat avec le monde industriel va continuer. Et donc, je parlais de frémissement parce que effectivement la LPR nous a apporté à l'INSERM directement dans le budget 2021, a apporté à l'ANR des moyens importants qui vont aussi irriguer la recherche biomédicale. Et les annonces du président de la République avant-hier sont à un niveau qui peut être rassurant sur le fait qu'on va avoir un certain nombre de grands programmes focalisés sur des enjeux de santé. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Avec des choix stratégiques et des financements qui nous permettent d'orienter notre tissu de recherche publique, qui nous permettent d'avoir les moyens de dialoguer aussi avec nos partenaires industriels avec des cartes en main, parce que je pense qu'un des travers de notre recherche publique dans le domaine biomédical en France, c'est qu'elle n'est pas assez pilotée, parce que les opérateurs, qu'ils soient l'INSERM, le CNRS ou les universités, finalement ont peu de moyens de pilotage. Et l'arrivée de ces grands programmes que le président a annoncés, que ce soit sur la santé numérique, sur les biothérapies, sur la santé mentale, il a cité plusieurs exemples, sur lesquels on travaille à l'INSERM avec d'autres partenaires, va nous rendre, je pense, des leviers à la fois pour aller plus vite, parce que je pense que notre recherche est un petit peu sous-perfusée, et puis pouvoir dialoguer avec nos partenaires industriels sur ces stratégies et essayer de mieux aligner nos forces pour aller un petit peu plus vite dans la compétition internationale. Merci. On peut donc espérer que les annonces du président de la République signifient qu'enfin la France va investir massivement, au moins comme les États-Unis et le Royaume-Uni en biologie santé, ce qui évidemment… Si on arrivait déjà au niveau du Royaume-Uni, ce serait bien. Les États-Unis, c'est juste phénoménal. Claude connaît bien et pourra peut-être commenter. On a des NIH qui avaient 42 milliards de dollars de budget pour leur programmation. Et Joe Biden est en train de monter ça à 51 milliards de dollars. Et je pense que même si on fait des règles de 3 par la taille du pays, en population, en PIB, etc., on est à un facteur 4 au-dessus de ce que fait la France. C'est un peu normal qu'ils écrasent la compétition. Hein. Voilà. C'est sûr. Ils sont largement au-dessus et surtout, et qui plus est, avec une stratégie constante depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, ça a beaucoup accéléré, disons, dans les années 70-80. Et là, ça réaccélère, c'est-à-dire en sortie de crise, on voit que les NIH, l'ANSF, qui fait aussi de la recherche fondamentale utile pour le secteur de la recherche en santé. Bon, voilà, donc on peut être envieux, on peut bénéficier de cette abondance en collaborant, parce que je crois que les États-Unis sont un grand partenaire scientifique pour la France. Mais déjà, si on se remet dans le sillage du Royaume-Uni, ça sera pas mal. Claude Bertrand, Gilles a couvert beaucoup de points, donc je vais commencer par peut-être relever les choses sur lesquelles je suis évidemment complètement d'accord et complètement aligné, et puis après peut-être élargir un petit peu sur d'autres points. Donc, moi, j'aimerais bien commencer là où Gilles a parlé je suis tout à fait d'accord aussi sur le biais français du balancier entre un optimisme délirant et une autoflagellation. Je pense que, honnêtement, moi, ce que je retiens à ce stade, on est en plein milieu encore, il ne faut pas l'oublier, de la crise Covid, c'est que, on n'était pas dans le groupe de tête. Je pense fondamentalement qu'on sera dans le peloton qui va servir à
continuer à lutter contre le Covid, ses variants et peut-être la prochaine vague infectieuse qu'on ne connaît pas encore, aujourd'hui. Donc, je pense que là-dessus, faut qu'on. Moi, j'aime bien voir le verre toujours à moitié plein. Et je pense que ce qu'on retient au niveau du G5, c'est que cette crise a été une espèce d'alerte qui donne effectivement un CSIS qui, en tout cas, à ce stade, il faut voir ce que ça délivrera, mais est extrêmement prometteur, sans doute depuis que je connais le CSIS, depuis mon retour en France en 2009, et sans doute vraiment le plus positif que j'ai pu vivre. Donc, si ça n'a servi déjà qu'à ça, c'est énorme. Et donc, moi, je voulais revenir sur le terreau. Je fais partie des gens, et il y en a beaucoup au G5 qui ont roulé leur bosse à travers le monde avant de se dire que finalement, c'était peut-être quand même pas mal à la maison et qu'il y avait aussi des choses à faire et que fort de notre expérience à l'étranger, on pouvait essayer de la mettre en œuvre en France. Pourquoi? Pas juste parce qu'on est chauvin, mais parce qu'effectivement, il y a un terreau formidable. Et Gilles l'a dit, je ne reviendrai pas sur les mesures de performance de ce qu'est un bon terreau scientifique, en particulier dans notre domaine de la recherche en biomédecine, mais je pense qu'on a un terreau juste extraordinaire. Donc après, c'est de se poser la question de quels sont les éléments qui font qu'on n'arrive pas forcément au niveau de compétitivité en recherche appliquée avec, je ne prendrai peut-être pas les États-Unis pour commencer, mais certains de nos voisins. Et évidemment, un des domaines, c'est le financement. Et je pense que là, il faut juste être vraiment factuel. Hein. Je ne vais pas vous inonder de nombres, mais je pense que entre les 4 milliards et quelques, entre les 4 et 5 milliards aujourd'hui qui étaient investis dans le domaine public et à peu près l'équivalent dans le domaine privé, on sait que là-dessus, on est à peu près à 50% de ce qu'investissent nos voisins. Et on sait que la recherche biomédicale, c'est vrai pour d'autres secteurs, mais elle est longue, elle est compliquée et effectivement, encore une fois, il ne faut pas se dire que maintenant, parce qu'on a vécu ce qu'on a vécu sur le Covid-19, que tous les médicaments vont se développer en un an. Je pense que c'est juste extraordinaire ce qui a été fait et c'est une incroyable collaboration entre le privé, le public. Tout s'est aligné, en tout cas pour certains, parfaitement dans les temps. C'est juste extraordinaire. On va essayer d'apprendre et de voir ce qu'on pourra accélérer dans le futur. Mais enfin, il faut garder à l'esprit que c'est quand même une situation tout à fait bénéfique mais exceptionnelle. Et donc, je pense qu'effectivement, sur le plan du financement, il y a besoin vraiment de cranter. Est-ce que les 7 milliards annoncés seront suffisants? Je pense que là n'est pas le débat. Et ça m'amenait à un autre point. Je pense qu'on y reviendra dans d'autres parties de la discussion. C'est que moi, ce qui m'a marqué, et je pense sur quoi se bat le G5 depuis de nombreuses années, c'est de faire redevenir la recherche biomédicale comme un des axes stratégiques du pays. Et ça choque plus que les chiffres et plus que quand on a vécu aux États-Unis, même quand j'ai vécu en Suède, en Suisse, etc. La recherche biomédicale, c'est un secteur stratégique et considéré par les politiques, les gouvernants, comme un secteur stratégique. Et je pense que ça, c'est ce qui nous a manqué jusqu'à, effectivement, il y a 2 jours. Et on verra encore une fois comment ça se opérationnalise. Mais je pense que fondamentalement, c'est un choc quand on revient de l'étranger après 20 ans. Ce qui m'est arrivé, c'est d'arriver dans un pays où il y a quand même une histoire de recherche biomédicale. Il y a de multiples entrepreneurs avant la Deuxième Guerre mondiale et après la Deuxième Guerre mondiale. Les Servier, les Ipsen en sont les derniers survivants, je dirais. Et pourquoi ça s'est arrêté? Donc oui, il y a effectivement un problème de financement, mais je recite toujours, pour ceux qui sont intéressés par l'histoire de Boston, qui est quand même quelque chose de beaucoup plus récent, des 40 dernières années, je dis toujours, il y a un triptyque magique, c'est le politique, la recherche publique et la recherche privée. Mais s'il manque un de ces éléments-là, et si les gouvernants
qui se succèdent ne font pas de ce secteur un secteur stratégique, il y a un moment ou un autre, ça ne décollera jamais. Et après, on aura toutes les conséquences dont on reparlera plus tard. Donc, je voulais juste élargir un peu au-delà du financement. Donc, c'est clair, il y a besoin d'un rattrapage, mais ensuite, il y a aussi besoin d'une considération stratégique au niveau national. Et je pense que c'est ça, franchement, la plus grosse avancée de cette semaine. Et c'est d'ailleurs, en tant que G5, ce que l'on poussait et qu'on va continuer d'ailleurs à pousser, hein, au-delà pour être sûr que ça s'opérationnalise, dans nos recommandations pour le CSIS et au-delà pour les futurs candidats au présidentiel. Donc, je pense que c'est important qu'on continue à pousser cet axe stratégique. Et ensuite, effectivement, il faut absolument qu'on fasse un catch-up des investissements et des budgets sur la recherche. Après, pour moi, il y a un troisième élément. C'est un budget, c'est bien, mais que ce soit 5 milliards, 10 milliards ou 50 milliards, il faut ensuite, encore une fois, qu'il y ait une vraie stratégie et une certaine focalisation. Alors, c'est encore plus vrai pour nous que pour les États-Unis, parce qu'évidemment, moins on en a, plus il faut qu'on soit focalisé. Et je pense que ça, aujourd'hui, c'est ce qui nous manque. C'est-à-dire qu'on a, encore une fois, un superbe terreau, mais le problème de ce terreau, c'est qu'il est hyper fragmenté. Donc, je pense que chacun, alors on a fait des efforts, hein, il y a la création de la Visan, la création de l'ARIS, mais personnellement, et au nom encore une fois, au nom du G5, je pense qu'on a été quelque part déçus par le niveau d'alignement qu'on arrivait à trouver sur le faire ensemble. Et derrière tout ça, c'est finalement quand même toujours un peu le millefeuille à la française. Il y a quand même encore les organismes de recherche, chacun avec leurs organismes de valorisation. Et donc, là où il faut qu'on soit prudent, encore une fois, c'est éviter le saupoudrage, parce que ça, c'est indépendamment des sommes qu'on met. Si effectivement, on a tendance de nouveau à saupoudrer, on risque d'avoir, encore une fois, derrière exactement les mêmes effets. Donc, moi, je pense que ce qui a été annoncé et le besoin du financement, les annonces vont dans le bon sens. Maintenant, on va voir l'opérationnalisation de la chose. Ça nous permet très clairement, sans revoir encore une fois tous les chiffres, d'arriver à peu près à des niveaux d'investissement qui seraient comparables à ceux de certains de nos voisins. Attention, derrière, il y a aussi dans l'opérationnalisation, comment allons-nous nous rassembler, nous aligner pour être sûr que l'on s'attaque aux vraies priorités de la santé de demain et donc par là assurer notre souveraineté. Merci Claude. Je compléterai juste en un mot pour introduire ce deuxième thème de la stratégie. Le président a parlé de structures, d'infrastructures, de milliards d'IHU. Il a cité 3 priorités qui sont les biothérapies, ce qui est très très large, la santé numérique et la préparation aux pandémies. C'est plutôt des priorités technologiques, des domaines technologiques, vraiment des priorités de recherche. Et à côté de ça, il a juste esquissé les contours d'une future agence de l'innovation en santé, encore en réflexion, et qui aurait comme mission de définir une stratégie. J'ai un tout petit peu l'impression, en entendant ça, qu'on met la charrue avant les bœufs. Et je crains qu'à ce stade, ça ne réponde pas à l'attente du G5 et des industries en santé en général, d'avoir des priorités de recherche claires et de pouvoir se caler ensemble sur où est-ce qu'effectivement on met les moyens et on ne se faudra pas. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, tout à fait. Encore une fois, en commençant par le verre à moitié plein, je pense que là, au plus haut niveau de l'État, il y a réalisation qui a besoin de reconsidérer la recherche en bioinnovation. Ah, il y a une interférence. La recherche en bioinnovation comme une stratégie, d'importance stratégique nationale. Donc ça, je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Ensuite, effectivement, comme tu l'as dit, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des esquisses.
je pense que, et dans des discussions qu'on a pu avoir avant les annonces de ce CSIS, l'idée, c'est justement d'arriver à mettre les partenaires autour de la table. Et là, je pense qu'il faut vraiment que dans les fondamentaux, je dirais, les fonds baptismaux de cette agence, on soit d'accord sur le fait qu'on va travailler à l'établissement de la stratégie et de la roadmap derrière et des secteurs dans lesquels il faut qu'on pousse. Il faut aussi qu'on soit très clair dans les investissements dont on parlait tout à l'heure, ce qui est dédié à la recherche fondamentale, parce que même si je suis un industriel, encore une fois, j'ai fait mon PhD, j'ai fait un postdoc, et je pense qu'il est essentiel de continuer à pousser la recherche fondamentale, mais il faut bien définir de ce qui tombe dans l'escarcelle de la recherche fondamentale, qui est nécessaire sur le moyen et le long terme, de ce qui va tomber dans l'escarcelle de la recherche appliquée. Donc déjà, même au tout départ, il faut être, je pense, extrêmement clair sur quelle est la proportion recherche fondamentale, recherche appliquée, et ensuite travailler sur la stratégie. Oui, j'ai bien vu, bon, l'infectiologie, évidemment, on ne s'étonne pas, et c'est tout à fait normal. Pour le reste, c'est vrai que c'est aujourd'hui très techno, mais comme on l'a fait pour le plan Alzheimer, le plan cancer, je pense que c'est ce type de discussion qu'on doit avoir tous ensemble pour dire quels sont les secteurs dans lesquels il y a un vrai besoin. Et encore une fois, avec toujours en tête cette souveraineté de santé nationale, qu'est-ce qui peut être fait évidemment au-delà, au niveau de l'Europe, et être focalisé. Parce que je pense que si, encore une fois, on recommence en se disant, en définissant de façon très large des secteurs, je pense qu'on on va pas forcément aller dans le mur, encore une fois, mais on va éventuellement reprendre du retard et pas être dans la course et dans la compétition. Donc, mais ce que ça m'inspire, Isabelle, je pense que c'est un très bon point de départ. Je pense que tout est à faire maintenant. Et il faut commencer par les fondamentaux. Fondamental versus appliqué, et dans l'appliqué, travailler tous ensemble, se mettre autour de la table. Et quand je dis tous ensemble, c'est effectivement les organismes comme l'INSERM éventuellement, avec Avisan, peut-être aller un peu plus vite et dire on en met plusieurs en même temps autour de la table. Pareil pour les industriels. Hein. Je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille ensemble. C'est pas chacun tire la couverture de son côté pour définir quelles sont les grandes thématiques. Et les grandes thématiques, c'est à la fois penser santé. De quoi aurons-nous besoin en tant que Français dans les 20-30 ans qui viennent, au-delà du type de pandémie qu'on vient de vivre. Mais c'est aussi dans ce terreau aussi riche que le pense Gilles, j'en suis absolument persuadé, où est-ce qu'on tire notre épingle du jeu? Parce qu'il ne faut pas rêver, c'est une compétition internationale. Et l'idée, c'est de se dire où est-ce qu'on est vraiment bon et où est-ce que ça vaut le coup vraiment de focaliser nos efforts. Gilles Bloch, quelle est votre action? Est-ce que vous êtes prêt à vous retrousser les manches et à travailler tous ensemble autour d'une grande table? Oui. On recherche appliquée. Clairement, il y a un déficit de stratégie. Je dirais d'abord ce que rappelait Claude, pas de priorisation, et c'est la première fois qu'on entend au niveau du président de la République un discours aussi allant. Moi, je me souviens d'annonces politiques dans les années, c'était en 2000, à l'occasion de la nomination d'une directrice de la recherche qui malheureusement nous a quittés depuis, du grand élan de la France vers le secteur biologie-santé et qui était la science et l'économie du XXIe siècle. Quand on regarde plus de 20 ans après, il ne s'est rien passé en évolution sectorielle. Les champions, les thèmes de prédilection de la France, ça reste l'aéronautique, le spatial, l'armement, avec à chaque fois des grands champions industriels. On est très bon là-dessus. On a des Airbus, on a des Thales, on a de l'Ariane l'espace, tout ça, super.
Mais il y a d'autres pays qui ont vu un petit peu plus loin et qui, depuis des décennies, investissent massivement et ont construit un écosystème dont on a des fondamentaux, mais sur lequel il faut qu'on arrose et probablement qu'on continue à créer des acteurs industriels dans des tailles intermédiaires, puisqu'on arrive à créer beaucoup de startups, mais ce qu'il faut, c'est qu'on les fasse grossir, et ça a été un des constats de préoccupation du président de la République, que des licornes qui passent le milliard d'euros de chiffre d'affaires dans notre pays, on en a malheureusement quasiment pas. Alors, ce besoin de stratégie, nous, on est FANA pour travailler. Moi, depuis que je suis arrivé, j'essaye de déclencher au niveau de mes tutelles des vrais choix de priorité dans le domaine de la recherche en santé. Parce que clairement, on n'a pas la taille des Américains qui peuvent tout arroser et être bons à peu près partout. Il y a même un peu de dissipation de l'argent, tellement ils arrosent parfois dans certaines universités. Nous, il faut qu'on focalise. Et je crois qu'il faut qu'on focalise à la fois sur des domaines où on est déjà bon, et je pense qu'il y a deux domaines où, quand on regarde les 20-30 dernières années, on est bon. C'est le domaine du cancer, parce qu'on a investi depuis le premier plan cancer en 2003 et on a maintenu un niveau d'investissement soutenu sur la recherche. Il y a des marges d'amélioration. Si on discute avec Jean-Charles Soria ou d'autres collègues, ils réclament aussi qu'on fasse encore mieux, en particulier sur la recherche publique, sur l'accès précoce à l'innovation, etc. Mais on est bien positionné. Il y a un deuxième domaine sur lequel on est bien positionné en recherche plutôt amont sur le plan international, c'est le sida et les hépatites. Et pourquoi ? Parce que ça fait aussi 30 ans qu'on a une agence qui est dédiée, qui finance de manière continue. Quand on regarde en biométrie, on est vraiment dans le top mondial sur ces sujets-là. Donc, je crois qu'il faut que la France choisissent d'autres thèmes sur lesquels, peut-être ces thèmes-là à renforcer, c'est ce qu'on est en train de faire avec les maladies infectieuses émergentes et avec la stratégie décennale cancer, où il faut aller plus vite. D'autres sujets, moi je pense que autour des maladies neurodégénératives qui vont devenir un jour des maladies accessibles au traitement. Aujourd'hui, c'est un peu frustrant, mais on a des pistes et je crois qu'il faut qu'on a des superbes laboratoires académiques dont certains sont très actifs dans les partenariats avec les entreprises. Bon, ça c'est un exemple. Et puis, il y a des secteurs où on n'est pas très bon et où je pense qu'il faut qu'on recolle au peloton et qu'on accélère. Et moi, j'en mentionne toujours deux. Il y a tout le secteur de la santé mentale, et je sais qu'il y a des industriels intéressés, où on a un impact économique par les coûts directs de santé, par les coûts indirects d'accompagnement social, qui se comptent en centaines de milliards d'euros dans notre pays, et où on a besoin d'une recherche à la fois pour mieux former les gens dans le système de soins et pour accompagner, parce que je suis convaincu que au-delà des quelques molécules qui sont pour la plupart un peu anciennes, on commence à comprendre des choses compliquées dans la physiopathologie de certaines maladies du cerveau, avec des hypothèses autour par exemple, de mécanismes inflammatoires dans les troubles bipolaires, où on va trouver des choses. Donc, je pense qu'il faut que, comme le disait le président de la République, on ait peut-être aussi une stratégie de leapfrogging, là, où on va investir des champs sur lesquels il n'y a pas de position établie forte au niveau international et sur lesquels on a les savants, il faut qu'on en attire d'autres et on peut foncer. Et puis, l'autre domaine que j'évoque souvent, bon, qui est un petit peu peut-être décalé par rapport au sujet des partenariats industriels, mais encore, c'est le sujet de la santé publique, où clairement, on est un pays totalement hospitalo-centré. Le président de la République a évoqué les enjeux de la recherche adossée à la médecine de ville pour essayer d'apporter des solutions thérapeutiques testées dans les phases précoces des maladies. Et ça, il faut qu'on investisse. Et moi, l'INSERM, c'est quelque chose que je porte depuis mon arrivée. On a déposé
un projet de programme prioritaire de recherche sur ce sujet. Et puis, parce que pour moi, quelque part, le système hospitalier, qu'il soit privé ou public, est un système industriel qui doit aussi être amélioré, qui doit aussi gagner en productivité. Et on doit avoir une recherche qui permet de réfléchir ça, qui permet de le mesurer et de le faire évoluer. Donc, je crois qu'on a besoin d'une stratégie nationale qui identifie quelques champs sur lesquels on va mettre les moyens supplémentaires dont on disposera. Le président a annoncé des axes transversaux un petit peu technologiques autour de la bioproduction, du numérique, qui vont de toute façon irriguer beaucoup de champs. Mais il faut aussi des choix plus sectoriels, et je pense qu'ils sont en train de se dessiner, et que ça doit être un travail, je dirais, à plusieurs, avec les industriels, avec les académiques, avec le système de remboursement qui doit identifier les grands besoins en santé de notre pays sur lesquels on peut essayer d'apporter des solutions. Et donc, là, il y a vraiment besoin d'une réflexion très, très ouverte. Et puis après, et puis je m'arrête bientôt, une fois qu'on a une stratégie, il faut la rendre opérationnelle. Et donc, il faut qu'on réfléchisse aux leviers pour que cette stratégie, elle se décline. Et quand on regarde à l'international comment ça marche, généralement, on a des acteurs dont le rôle est de ce qu'on appelle de programmer la recherche, c'est-à-dire de ne pas faire que du blue sky type ANR aujourd'hui ou ERC, ce qui est très bien, il en faut, hein, mais de dire, voilà, sur le vieillissement, on va se prendre une épidémie de nouvelles maladies du vieillissement dans les 20 ans qui viennent. Il faut qu'on anticipe, il faut qu'on investisse sur la biologie du vieillissement, il faut qu'on prépare des pistes de prévention et de thérapie. Il faut qu'on mette le paquet là-dessus et qu'il y ait un bras armé qui distribue les moyens dans les meilleurs laboratoires, qui soient à l'INSERM, au CNRS, dans les universités. Souvent, c'est les mêmes acteurs qui partagent les mêmes laboratoires, donc je pense qu'il n'y a pas de gros problème. Et c'est vraiment cette couche de programmation, de répartition des moyens sur des priorités qui aujourd'hui est pas très bien organisée. L'ANR fait que du générique et il faut qu'il y ait d'autres acteurs qui se positionnent, et c'est ce qu'on est en train de faire avec les nouveaux programmes prioritaires qui sont confiés à certains organismes, pour qu'il y ait vraiment une déclinaison opérationnelle de choix stratégiques qui seront faits conjointement entre l'État et ses composantes et les acteurs industriels. Je peux réagir, Isabelle, juste, on est toujours sur la même problématique. D'abord, je pense que si on nous laissait juste, Gilles et moi, les choix à faire sur les investissements futurs, on s'en irait relativement vite. C'est très clair, et je pense qu'effectivement, le cancer, même si on a fait beaucoup, et les plans cancer ont montré justement que cette focalisation pouvait payer. Je suis assez d'accord avec Jean-Charles. Je pense il faut faire vite, il faut faire plus, et il faut faire vite. On a beaucoup de choses encore à faire dans ce domaine-là. Mais encore une fois, tous les domaines que tu couvres sont effectivement de grande importance. Moi, je voulais juste revenir encore une fois avant, et je voulais revenir sur 2 points. D'abord, encore une fois, dans cette on voit qu'à 2, on se met d'accord plus rapidement que si on est 10 ou 40 autour de la table. Et je pense qu'on n'a pas beaucoup parlé tu as mentionné les hôpitaux, et c'est pour ça que je voulais y revenir. Je pense que ça, c'est un des acteurs majeurs. Donc, au-delà de la grande fragmentation de nos organismes de recherche, parce qu'il ne faut pas oublier, hein, c'est ça aussi la différence avec certains de nos concurrents pays voisins ou moins voisins, c'est qu'il y a quand même beaucoup plus d'unité déjà dans le point de départ. Et nous, il faut qu'on apprenne à vivre avec cette fragmentation. Et donc, si on y rajoute évidemment les organismes hospitaliers, d'ailleurs qu'ils soient publics ou privés, et à mon avis, c'est essentiel de les avoir autour de la table pour construire encore une fois cette stratégie et de se mettre d'accord sur, encore une fois, est-ce que c'est 4, 5 domaines sur lesquels on veut vraiment mettre le paquet, et plutôt utiliser ensuite en transversal certains des leviers technologiques qu'a évoqué le président, parce qu'il est évident que
digital, le data, le digital, l'intelligence artificielle au sens large peut couvrir évidemment tous les domaines. Donc, autant les appliquer le plus possible sur les zones de focalisation qu'on pourrait choisir. Mais je pense vraiment que euh, pour moi, c'est encore un des domaines où on peut mieux faire. C'est dans la recherche appliquée, c'est encore une fois ce que moi j'appelle, enfin, j'enfonce des portes ouvertes, la médecine translationnelle, mais c'est vraiment de passer de la recherche aux patients de la façon la plus efficace possible. Là-dessus, il y a encore beaucoup à faire, en particulier dans l'oncologie, mais finalement dans tous les domaines que tu cites. Je pense que c'est très important. Donc, se mettre d'accord stratégiquement parlant. Et alors, sur le point, encore une fois, opérationnalisation, je ne peux pas être plus d'accord avec toi. Je pense que c'est ce qu'on va attendre de cette agence. Et j'avais presque une question pour toi, Gilles. Désolé, Isabelle, ce n'est pas moi qui suis censé poser les questions, mais c'était comment allons-nous arriver à avoir l'espèce de super programmateur accepté, endorsé par ton organisme INSERM et le CEA et le CNRS et la PHP, j'en passais les meilleurs. C'est toujours le doute qu'on a encore, c'est de se dire, oui, mais finalement, tant qu'on n'élimine pas certaines choses, on reste sur un terrain qui n'est pas miné, mais qui est fragmenté. Et donc, comment on avance, quoi. Et moi j'ai écouté attentivement les propos du président et pour être transparent, j'ai rencontré des collègues qui travaillent sur ce concept d'agence d'innovation en santé. J'ai l'impression que ce n'est pas du tout arrêté aujourd'hui. Cette agence fera ce travail de programmation que j'évoquais. Moi, j'ai plutôt compris aujourd'hui que ça serait une agence facilitatrice pour construire la stratégie, parce que là, vraiment, il faut qu'on travaille avec le triptyque les savants, les industriels et le système de santé. Et je crois qu'il y a un gros besoin d'accélération du parcours de l'innovation, notamment pour les startups, mais aussi pour les grands groupes qui cherchent à accéder au marché le plus vite possible. Et dans ma compréhension, cette agence, elle sera à la fois facilitatrice pour ce parcours accéléré auprès des agences sanitaires. Le président a parlé de la NSM, il a parlé aussi de la réorganisation des CPP, de la HAS, etc. Là, il y a vraiment besoin de simplifier et d'accélérer. On en parle depuis longtemps, mais là, si vraiment il y a de la pression, il va peut-être se passer quelque chose. Sur la programmation scientifique, ce que je mettais en avant, c'est la possibilité que certains organismes de recherche, c'est ce qui s'est passé pour la NRS et une partie du plan cancer, où l'INSERM fait ce rôle de programmation. C'est ce qui est en train de se passer avec les premiers PPR, je jargonne un peu, c'est les programmes prioritaires de recherche que l'État a confiés à certains organismes, et l'INSERM s'est dû confier de façon un petit peu directe un PPR sur l'antibiorésistance et un PPR sur les maladies rares, qu'on fait fonctionner avec un partenariat avec l'ANR, où nous, on a vraiment le rôle de pilote scientifique pour impulser les choix de micro-thématiques et puis après, l'ANR intervient comme garant qu'on ne biaise pas le jeu en faveur de nos laboratoires INSERM par rapport à des laboratoires qui n'auraient pas le label INSERM. Et c'est à peu près la même mécanique qui va être appliquée sur les futurs PEPR, donc programmes et équipements prioritaires de recherche pour les non-initiés, qui vont se multiplier. Et c'est à travers ce genre d'outils que moi, j'espère pouvoir accélérer sur la santé mentale, sur la santé publique et sur la biologie du vieillissement. On a trois projets là qui sont bien engagés pour en faire des grands programmes. Donc, je pense qu'il y a un rôle programmateur qui est un petit peu nouveau à organiser, sur lequel il y a clairement des organismes qui font déjà un peu ce métier et qui peuvent le faire plus. Pour moi, l'agence d'innovation en santé est plus
une entité de dialogue coordonné pour définir les grands champs stratégiques, et puis un facilitateur des parcours d'innovation pour essayer de mettre en tension et de fluidifier ces parcours entre les différents interlocuteurs des agences sanitaires. La problématique, si tu veux, c'est que ça reste du coup de la programmation sur la recherche académique. Ça n'a pas la vertu de programmation nationale et de coordination des acteurs au sens large en santé, qui sont à la fois les organismes de recherche tels que le tien, mais aussi les hôpitaux et aussi le secteur privé. Moi, ce que je disais, je n'en sais pas plus que vous tous ce soir, mais je pense qu'on serait assez friand. Alors évidemment, après, on peut nous accuser du millefeuille à la française, et donc on n'est pas arrivé à tous se mettre d'accord ensemble, et du coup, on crée un nouvel organisme qui gère tout ça. Je pense quand même qu'au niveau programmation, il y aura besoin peut-être de monter d'un cran, en tout cas au niveau couverture. Et sinon, j'ai peur que certaines des problématiques qu'on a vues se dérouler ces 20 dernières années reprennent le dessus. C'est-à-dire que la recherche publique fait certaines choses, a certaines priorités, la recherche appliquée d'autres. Et on n'est en plus pas forcément dans les mêmes… on n'est pas sur les mêmes laps de temps. Donc, moi, alors, on verra. Hein, mais je pense qu'il y a quand même besoin, est-ce que c'est cette agence, est-ce que c'est autrement, mais il va y avoir besoin d'arriver à cette coordination beaucoup plus globale, quoi. Ouais. Et je pense qu'on peut trouver… bon, on s'arrête de dialoguer, peut-être que Isabelle peut intervenir, mais on peut vraiment trouver des façons de travailler où on programme ensemble, sous l'égide peut-être d'une agence qui doit veiller à ce que le travail se fasse de façon la plus coopérative possible, comme l'a souhaité le président de la République. Et après, en tout cas sur la partie recherche amont et appliquée jusqu'à un certain point, parce que l'INSERM fait de la recherche très finalisée en santé avec des essais thérapeutiques sur des nouvelles molécules. L'hôpital sans l'INSERM en fait aussi, et il faut que quelque part il y ait un acteur qui puisse driver ces acteurs, parce que nous on n'a pas les lits malades, hein, donc on travaille beaucoup avec le tissu hospitalier sur justement des pistes réellement innovantes qui seront discutées avec les industriels. Donc je pense que dans les prochains mois on va trouver les façons de s'organiser de façon nettement plus coopérative et plus efficace avec ces moyens nouveaux. Okay. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais comme je ne vois pas arriver de questions, on va prendre le temps quand même de parler un peu du dernier point. Claude, j'aimerais en particulier que tu nous dises quelques mots de ton ressenti. Je redescends peut-être sur Terre dans la vie quotidienne des chercheurs, sur ton ressenti des difficultés plus ou moins grandes à monter des partenariats entre le public et le privé, comme nous l'avions évoqué en préparant cet entretien. Ben, là, je fais à la fois appel à mon expérience personnelle et aux discussions que j'ai eues avec mes collègues du R&D du G5. On fait tous la même constatation. Honnêtement, ça existe partout, mais c'est très français. Et j'avoue que je ne comprends pas quand on a fait, comme moi, son PhD dans un labo INSERM, qu'on a fait son postdoc au NIH, qu'on a publié, qu'on a un track record académique, etc. Et simplement parce que d'un seul coup, dans notre carrière, pour moi, ce n'était pas d'un seul coup, mais c'était prévu d'avance, mais de se diriger vers une recherche plus appliquée et de rentrer dans le secteur privé, on revient 20 ans après et on est vu comme… ah oui, tu as choisi ton camp, camarade, excuse-nous, mais là, on n'est plus sur… C'est incroyable. On a exactement, strictement la même formation, on a les mêmes parcours, on a les mêmes préoccupations, mais en fonction de ce qu'on a choisi. Et ça, alors j'exagère, j'exciterai évidemment. Heureusement, il y a des gens comme Gilles très ouverts, mais c'est quand même très
très français. Donc, je tiens toujours à rappeler ça, hein, on vient exactement du même monde, on a la même formation et j'espère qu'on a la même envie d'aider les patients qui en ont tant besoin. Et on a simplement choisi de prendre des différents chemins et différentes approches. Donc, normalement, les partenariats publics-privés, ça devrait être très facile. Et ça ne l'est pas. Donc, la constatation qu'on fait avec, et là, encore une fois, j'élargis, je pourrais rentrer dans des cas très personnels que j'ai vécu, ou quand j'étais chez Ipsen, ou maintenant que je suis chez Servier, mais de toute façon, on est tous d'accord au niveau du G5. On n'a pas, et là, on va rétablir l'équilibre, mais nous n'avons pas la fluidité et la rapidité d'exécution que l'on peut avoir dans d'autres pays. Donc, on a essayé plein de choses. Et là, je pense qu'il faudra qu'on se repose la question dans cette espèce de redémarrage avec cette agence. Je pense que c'est le moment de se dire qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Je pense que ce qu'on ne sait pas faire en France, on sait créer des millefeuilles, mais on ne sait pas éventuellement les élaguer et se dire, bon, bah, ça, on a essayé, ça ne marche pas, bah, on le fait disparaître, mais on ne recrée pas à chaque fois un truc en plus. Donc, les SAT, qu'est-ce qui marche ne marche pas, enfin, les pôles d'activité. J'en passe, et les meilleurs. On en a tellement, et moi, je me suis battu en tant que président de l'ARIS pour essayer, j'y ai vraiment cru. Et je ne dis pas qu'on n'a rien fait, mais on n'arrive pas à cette fluidité, cette rapidité d'action qui va nous permettre de répondre à la prochaine crise telle que le Covid de façon pas instantanée, mais en tout cas extrêmement efficace. Donc, moi, le seul point là-dessus, c'est que je pense qu'il faut, ça doit faire partie de la stratégie, c'est comment on remet les choses à plat, comment on se parle franc et qu'on se dit qu'on vient du même monde et qu'on a tout à gagner à travailler ensemble et à fluidifier ces échanges. Et moi, il y a un point très particulier sur lequel on a l'intention de faire des recommandations au niveau du G5, c'est les échanges entre public et privé. Moi, si Jean-Charles était quelqu'un que je connaissais bien avant qu'il parte chez MedImmune / AstraZeneca, mais je pense que ça lui a ouvert des horizons. Bah, malheureusement, il a fallu qu'il fasse ça aux US. Parce que ça, en France, je peux vous dire, je suis en train de travailler sur un dossier, alors là, c'est hyper chaud, d'un gars, je ne dirais pas plus, à Toulouse, faisant partie de l'INSERM, et il me dit, oh là là, quand j'ai commencé à parler de faire une sabbatical dans le privé, ça va être très compliqué. Donc, je pense que là-dessus, il faut, et je pense que ça, c'est un des grands différentiels par rapport à certains de nos voisins, je pense que, et ça va dans les deux sens. Je pense que ça serait bon pour certains de mes collègues en R&D de se dire, tiens, je me fais un sabbatical pendant 2 ans à l'INSERM ou au CNRS et vice-versa. Donc, moi, c'est un… Comme on n'a pas le temps et je n'ai pas couvert tous les essais qui ont été faits dans les échanges, etc., mais c'est d'abord de se dire qu'on est du même monde et on a surtout la même vision et on veut arriver à la même chose, c'est soigner des patients, soigner toujours plus et augmenter l'accès aux nouvelles thérapies différenciantes et pourquoi on n'arrive pas à mieux travailler ensemble. Un contrat cadre avec Harvard, ça prend 3 mois. Certains contrats cadres, INSERM, CNRS, le CEA tire son épingle du jeu, ça peut prendre jusqu'à 3 ans pour des broutilles, mais simplement parce qu'au départ, je pense qu'on a perdu l'alignement et la performance. Donc voilà ce que je voulais dire là-dessus. Je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille main dans la main pour recréer cette fluidité et cette envie d'exécution ensemble pour notre indépendance sanitaire. Merci Claude. On va laisser quand même Gilles répondre extrêmement brièvement puisqu'on arrive à la fin. Pour pas trop dépasser. Bon, non, je pense que sur l'aspect mobilité des personnes, on est parfaitement en ligne avec Claude. On n'avait pas répété, hein, c'était pas parlé avant, c'est promis. Mais on est parfaitement en ligne. Il y a encore un petit
une petite réticence, et je vois bien où elle se situe, je n'ai pas le temps de trop expliquer, mais on voit bien, on a de plus en plus d'entrepreneurs au sein de nos laboratoires qui partent dans des aventures entrepreneuriales. Et il y a un moment où, s'ils font le saut, ils auront du mal à revenir. Et ça, c'est très difficile parce qu'aux États-Unis, il y a des allers-retours permanents et c'est ça qui fait que les gens se comprennent et peut-être s'alignent beaucoup plus efficacement sur le plan stratégique. Et il faut qu'on trouve, et moi j'ai des idées, les voies pour que nos chercheurs, entrepreneurs qui brevettent, conseillent des boîtes, vont passer quelques années, et ben, ils soient toujours chez eux à l'INSERM et à l'université. Mais bon, il y a vraiment des freins culturels. Il faut voir où on en était en 98, au moment de la première loi sur l'innovation. On a quand même fait un grand bout de chemin et je pense qu'il faut qu'on termine cette révolution culturelle. Pour moi, les entrepreneurs sont chez eux dans nos institutions académiques aussi et il faut qu'on les accompagne dans leur déroulement de carrière et dans leur retour. Donc ça, c'est un aspect. Après, sur la vitesse d'exécution, je pense que s'il y avait plus de ces profils mixtes des deux côtés, ça serait, ça serait plus efficace. Je crois que Pascal Auger, ma présidente d'INSERM Transfert, est connectée et elle n'aura pas le temps de prendre la parole, mais on fait vraiment de mieux en mieux en termes d'efficacité sur les négociations contractuelles parce qu'on a vraiment professionnalisé notre équipe. On a appris à se faire de plus en plus confiance entre opérateurs publics pour qu'il y ait un chef de file qui mène les négociations. Il y a encore du chemin à parcourir et je pense que le gros traumatisme de cette crise sanitaire va nous encourager à aller plus vite parce qu'il y a il y a un vrai besoin qu'on a perçu et parfois perdre du temps, c'est juste perdre l'opportunité d'un partenariat avec une entreprise. Là, on a vu que perdre du temps, c'est parfois ne pas pouvoir tout simplement réaliser une recherche. Et on retrouve du sens avec cette culture, on retrouve du sens. OK. Gilles, est-ce que vous avez encore quelques minutes ou bien je garde les questions quelques minutes, mais vraiment, il faut que je saute à autre chose très rapidement. Alors, je garde juste, parmi les questions, j'en garde juste une pour vous et les autres, on verra avec Thomas Lampès demain matin. La question qui est arrivée, pourquoi Avisan et ses ITMO ne pouvaient pas jouer le rôle de l'agence d'innovation en santé, ce qui pose la question, je crois que tout le monde se pose, de quel est le devenir d'Avisan quand il y aura cette future agence d'innovation en santé. Puisque je suis aussi là avec une casquette Avisan, je vais être assez clair. Avisan, ça a été une tentative il y a plus de 10 ans d'unifier sur un plan très opérationnel la recherche dans le secteur biologie santé. Il y avait une configuration d'acteurs qui peut-être avaient des visions très convergentes sur le plan institutionnel. C'est plus le cas aujourd'hui. Avisan, c'est une structure de dialogue, une structure de partage d'informations, une structure de remontée de propositions, mais qui n'a aucun levier opérationnel. Et je pense que si on veut être efficace comme le souhaitent nos partenaires dans la mise en œuvre opérationnelle de nos programmes, y compris nos programmes partenariaux avec les industriels, il faut qu'il y ait des acteurs. Ça peut être certains organismes missionnés, ça peut être l'ANR pour certaines fonctions, ça peut être la BPI ou d'autres acteurs pour des segments d'intervention sur la recherche financée chez des industriels, qui est vraiment les leviers financiers de mettre en œuvre les choix qui auront été faits dans la stratégie qu'on évoquait tout à l'heure. Et en aucun cas, Avisan, dans son format d'alliance de bonne volonté, sans aucun levier financier, ne peut remplir cette fonction aujourd'hui. C'est très clair. Merci beaucoup. Merci infiniment à tous les deux. Merci. Merci. C'était très agréable. Voilà, bonne suite des discussions demain et merci que vous êtes adapté à mon agenda puisque demain je suis réquisitionné sur une deuxième journée avec la Polynésie française. Vous avez peut-être vu ça dans les actualités et donc
je laisserai les discussions s'enrichir sans moi. Voilà, à très bientôt. Et on la reprendra cette discussion. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci, monsieur Bertrand. Au revoir. Bonne soirée.